J'ai découvert brusquement que ça ne m'intéressait plus. J'ai tout abandonné. Pognon, 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 pognon. Je n'entends parler que de ça tous les jours. Ce qu'il faudrait, c'est un bon boulot, bien abrutissant. L'avenir, toujours si clair pour moi, était devenu comme une autoroute sombre la nuit. Et toi, t'es heureux? Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic, le podcast qui s'intéresse aux personnes qui ont démarré une nouvelle vie. Qu'ils aient eu un déclic ou qu'ils aient pris une claque, nos invités vous racontent comment ils ont su se réinventer. Aujourd'hui, nous enchaînons avec la deuxième partie de l'interview de Romain, devenu non-voyant il y a 5 ans suite à son diabète. Si vous venez tout juste d'arriver, je vous invite à écouter le premier épisode de Romain. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne SoundCloud et surtout à nous mettre une review et à vous abonner sur iTunes. Je sais que je le répète à chaque fois, mais c'est la seule façon de faire connaître le podcast. Bonne écoute. C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais du coup, qu'est-ce que tu vois exactement? Est-ce que tu vois rien du tout? Moi, c'est très sombre et ça ressemble à ce qu'on avait sur les anciennes télés, Canal+, ou quand il n'y avait pas de réception, la neige qui apparaissait à l'écran. Cette espèce de plein de petits points gris, blancs, noirs qui se promènent. Si je regarde un peu le soleil si je fixe le soleil pendant 10 minutes, ça va s'éclaircir très légèrement parce qu'il doit rester un coin où la lumière passe peut-être un petit peu, mais j'ai plus rien d'autre. En fait, pour l'expliquer un peu simplement, la rétine, c'est là où j'ai eu mes problèmes. C'est comme une feuille de papier. Elle est posée sur l'œil et c'est elle qui permet de faire le réglage au niveau de la vision, comme l'objectif de l'appareil photo. Moi, cette feuille, il y a des petites peaux qui ont poussé autour et qui ont tiré dessus. Donc la feuille s'est froissée, elle s'est déchirée, les médecins ont enlevé simplement les peaux et ont reposé la feuille délicatement sur l'œil. Sauf que moi, la feuille elle est tellement abîmée, tellement froissée, tellement déchirée, que l'image ne passe plus, ne se fait plus correctement. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, on ne sait pas le remplacer, on ne sait pas le corriger. Donc, tant qu'il n'y a pas de choses pour compenser ou de greffe vraiment possible de rétine, ça restera, je pense, comme ça. Du coup, il y a un espoir au niveau de la science? Aujourd'hui, non. Il y a d'autres problèmes au niveau de la rétine. Tu peux l'avoir, cette feuille, tu peux l'avoir, par exemple, un peu plus opaque. Il y a ce qu'on appelle la DMLA, c'est un peu ça. C'est que l'image va s'assombrir, c'est plus difficile parce que la feuille devient un peu plus épaisse. Il peut y avoir tout un tas de problèmes différents. Et pour ça, pour d'autres problèmes, aujourd'hui, on trouve des choses. Mais l'enlever complètement et en greffer une nouvelle ou celle de quelqu'un d'autre, ça, la médecine ne sait pas faire et envisage même pas aujourd'hui, je crois pas, de le faire. Alors peut-être que dans 20 ans, on fait tellement de progrès qu'il y aura quelque chose, mais j'ai pas envie de vivre en me disant il faut que j'attende 20 ans pour voir... Je fais 100 aujourd'hui en me disant si un jour il y a quelque chose, je laisserai passer les premiers, même si je suis un peu casse-cou, je laisserai passer les premiers quand même, parce que ça, le peu qui me reste, j'y tiens quand même un tout petit peu les yeux, et puis on verra par la suite. Mais je vis pas en espérant que ça revienne demain. Donc du coup, tu disais que tu étais un petit peu casse-cou, donc c'est vrai que quand on s'est rencontrés, tu m'as parlé de plongée. En arrivant tout à l'heure chez toi, tu m'as montré la carte qui pend au-dessus de toi, la carte du monde, en parlant d'un projet de tour du monde. Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus? Alors les voyages, j'ai eu la chance d'en faire beaucoup avant, ce qui m'a permis, contrairement aux autres, d'avoir une grosse bibliothèque d'images dans la tête, de lieux, de sites, de choses, et j'apprécie toujours. C'est quelque chose que j'aime. J'ai eu la chance, que ma famille m'y emmène, me fasse voyager, me fasse rencontrer des gens, découvrir des choses. Et j'ai pas l'intention d'arrêter sous prétexte que j'ai perdu la vue. Je le fais de façon un petit peu différente. Forcément, aller traîner dans un musée pour regarder des peintures, il y a beaucoup moins d'intérêt aujourd'hui. Par contre, aller se promener au milieu du désert, marcher dans une forêt humide, des choses comme ça, il y a des sensations, il y a des bruits, il y a des odeurs, il y a tout un tas de choses qui font que c'est super agréable. Et puis il y a aussi les gens, les cultures où j'ai envie de continuer à explorer, à découvrir. Donc je me dis que tant que j'ai encore la possibilité de faire, on ne sait jamais, ma santé est quand même un peu fragile, si jamais ça devait se compliquer un jour, je
préférais l'avoir fait avant. Et donc je travaille tout doucement à un projet de me dire une année sabbatique, un tour du monde avec des étapes dans des endroits où j'aurais voulu aller avant, mais j'ai pas eu l'occasion d'aller malheureusement. Et ça s'appréhende de façon assez différente. Il y a des choses que des lieux où je ne pourrais plus aller, des lieux où il n'y a plus d'intérêt d'aller, et il y en a d'autres qui sont devenus intéressants pour d'autres raisons. Donc c'est à moyen terme, on va dire, parce que tout de suite ce serait compliqué, puis en plus il me faudrait quelqu'un pour m'accompagner. Tout seul, je suis casse-cou, mais il y a des limites. Au bout d'un moment, la famille mettra peut-être un droit de veto en disant non, là tu exagères. Donc je ne sais pas, il faut le préparer, ça prendra du temps, mais j'envisage bien de me dire au moins pendant 1 an, voilà, on fait le tour, on profite. Ça, une fois rentré, je continuerai à voyager, mais c'est une pause où je me dis, j'ai passé 2 ans à subir des opérations en mettant ma vie en pause. Et quand je dis ma vie en pause, c'est vraiment en pause. Vie sociale, vie professionnelle, tout est arrêté, tout est figé dans le temps. Ensuite, il y a eu la rééducation, la reprise du travail. J'ai l'impression que ces 5 dernières années, j'ai simplement récupéré d'un petit accident qui m'est arrivé il y a 5 ans. Je commence petit à petit, ça fait 1 an où je commence à reprofiter des choses et à refaire des choses. Donc j'ai pas envie qu'il y ait un autre accident demain qui me fasse faire ça. Et puis je me dis, j'ai perdu beaucoup de temps. Aujourd'hui, je suis toujours célibataire. Je m'étais dit, plus jeune, tu profites, quand je suis arrivé à Paris, tu fais la fête. Il faut se donner... Au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait quand même que je me donne une limite, parce que sinon, ça allait mal finir. Et je m'étais dit, allez, jusqu'à 30 ans, on profite, on s'amuse, on s'attache à rien, on s'éclate, et puis on verra à ce moment-là qu'est-ce qu'on fait. Et puis les années ont passé, et malheureusement, à 30 ans, j'y suis arrivé, et les problèmes sont arrivés à ce moment-là. Donc, ça a repoussé les choses, et ça a compliqué les choses. Et aujourd'hui, je me dis, non, j'ai plus envie d'attendre. J'ai pas envie d'attendre d'avoir 65 ans ou 70 ans pour me dire, je vais faire un tour du monde parce que maintenant, je suis tranquille, j'ai le temps. Non, je vais faire ça maintenant, tant que je peux en profiter le plus possible. C'est un peu ce qu'on disait quand tu es arrivé. Je dis pas que je vais aller faire du base jump demain, mais je veux en avoir la possibilité. Au moment où je ferai ce voyage, ce tour, je me dis que si je rencontre des gens qui me proposent quelque chose, j'ai déjà suffisamment de limites maintenant avec mon handicap pour me dire non, j'ai pas envie d'avoir une limite à cause de l'âge, du fait d'avoir attendu, de plus être capable physiquement de le faire. Aujourd'hui, j'arrive à faire beaucoup de choses. Je fais encore beaucoup de choses, même si c'est contre-indiqué. Et voilà, donc je me dis c'est le moment où il faut que je me lance et que j'en profite maintenant, parce que ce sera peut-être pas possible demain. Où est-ce que tu aimerais aller, par exemple ? Tout ce qui est... Alors, l'Australie, le Japon, l'Afrique du Sud, le Kenya. Il y a les lieux et puis il y a les événements. Je voudrais assister au carnaval à Rio. Alors, ça tombe malheureusement beaucoup pendant la même période, mais il y a Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans. Il y a des lieux, des endroits où je me dis, allez sur Sainte-Hélène, c'est compliqué, il n'y a pas grand-chose à voir, Napoléon y a passé du temps, c'est loin, c'est très difficile d'accès, ça nécessite du temps, je ne me vois pas prendre un mois de vacances aujourd'hui pour faire simplement ça. Par contre, au cours d'un tour du monde, je me dis, ça peut être, il y a le bateau, il y a tout un tas d'étapes, ça peut faire partie des choses à voir. L'Inde, la route des épices, c'est plein de petites choses que ponctuellement je pourrais faire. Je suis déjà allé plusieurs fois en Chine. Me dire je vais y passer 1 mois, c'est différent de se dire je vais y passer 1 semaine à l'hôtel ou 15 jours. Voilà. C'est une façon d'envisager aussi les vacances un petit peu différente. L'Amérique centrale, je me vois bien faire beaucoup d'étapes, beaucoup de petites étapes. Aller en Arctique ou en Antarctique. Ça paraît ridicule, j'ai pas l'intention d'y passer 1 mois dans un igloo, mais y mettre les pieds,
Il doit y avoir des sensations et des choses assez extraordinaires à ressentir. Donc c'est ma façon de profiter des choses. Il y a des pays où ce sera plus difficile d'aller, comme au Moyen-Orient. J'aurai pas le temps, l'occasion de tout faire, donc il faudra faire une sélection. C'est là où je compte sur les amis pour m'aider. Je passe beaucoup de temps à faire des recherches et à regarder les sites historiques où je pourrais aller et où il y aurait un intérêt. J'ai emmené ma maman au Cambodge l'année dernière. On a été voir les temples d'Angkor. C'est intéressant. Il y a des choses que je peux toucher, il y a des choses que je peux voir. Maintenant, j'ai les images de ce que c'est, parce que j'ai vu les images avant. Y être sur place et se dire je peux pas en profiter, c'est vrai qu'il y a un petit côté triste de se dire voilà, je suis là, j'y suis, je suis en train de le vivre, mais voilà, je peux pas le voir, je peux pas. La personne qui est avec toi te le décrit. C'est le choix de la personne qui accompagne est aussi très important, parce que c'est le cas pour dans beaucoup de situations. Quand je m'habille, j'ai les vêtements que je connaissais, que j'avais déjà avant, donc je connais la couleur, j'ai toujours une très bonne mémoire. Par contre, pour ceux que j'achète aujourd'hui, je suis obligé de demander à quelqu'un à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il y a dessus, quelle couleur. Quand on dit vert, j'ai jamais compris ce que voulait dire taupe et les couleurs. Voilà, donc il faut me faire des couleurs simples, mais quand on va te dire vert, il y a vert et vert. Et donc du coup, je suis obligé. Là, en général, je m'appuie sur mes sœurs parce que on a grandi ensemble. Et quand elles vont me décrire les choses, on emploie les mêmes mots et je sais ce qu'elles mettent derrière ces mots-là. Donc, ça a un côté rassurant. Je pense qu'aujourd'hui, tu ne me vois pas habillé rose fuchsia avec un jean vert, donc ça va. C'est bien habillé, ouais. Donc, c'est que j'essaie, et en général, j'essaie de. On m'a jamais fait de remarques sur ma façon d'être habillé, donc c'est que ça doit marcher. Et voilà, ça fait partie des choses qui font que je suis obligé de m'appuyer sur les yeux de quelqu'un pour beaucoup de choses. Et donc il faut trouver quelqu'un avec qui on arrive à partager les choses, on voit les choses un peu de la même façon, on arrive à comprendre le regard qu'il a sur les lieux et sur... J'avais fait une expérience, c'est un petit peu... Je fais une digression toute légère. J'ai eu l'occasion... Il y a quelques temps, on m'a proposé un projet, un photographe qui voulait prendre des personnes non-voyantes en photo et faire un mélange entre des portraits de la personne et un lieu qu'elle décrirait. Alors pour moi, c'était un peu plus facile parce que c'est des lieux, je lui ai décrit que des lieux et des sites que j'avais déjà vus, j'avais connus. Et c'est amusant parce que il m'a demandé, je lui ai raconté des vacances avec un site. On avait fait du bateau avec mon oncle, on s'était arrêté dans une zone où, face à une façade, les mots ne me viennent plus. Il y avait un mur devant nous et puis un simple couloir entre deux parois. Et quand on est passé en bateau, oui, j'ai ressenti le passage avec le couloir, la petite plage. Je sentais qu'il n'y avait plus ce mur devant nous, alors que on était encore sur le bateau. J'ai décrit ça avec mes mots au photographe, et lui, derrière, est parti avec son appareil photo. Alors pour moi et pour les autres, puisqu'on a été plusieurs à participer au projet, chercher des lieux qui pourraient correspondre à ce qu'on lui avait décrit. Et il a fait un montage photo avec en fond le paysage et notre portrait par-dessus, et a fait une expo derrière. Et les photos, je suis allé avec des amis, étaient apparemment magnifiques. Et quand les personnes m'ont décrit avec leurs yeux ce qu'il y avait sur la photo, sans que je leur ai raconté ce à quoi ça correspondait, oui, j'ai retrouvé alors c'est des amis, donc c'est facile, ils utilisent pareil les mêmes mots que moi. J'ai reconnu le paysage. C'est bien ce que j'avais ressenti en tout cas. C'est peut-être pas c'était certainement pas l'endroit où j'étais, parce que ça je lui ai pas donné, mais ça ressemblait en tout cas à ce que moi j'avais ressenti et vécu. Tu disais tout à l'heure que tu étais encore célibataire. Du coup, je voulais savoir est-ce que ton handicap avait changé au niveau de la relation avec les femmes ? Beaucoup de choses. Les gens, probablement plus à Paris ou dans les grandes villes qu'ailleurs, on cherche
la personne parfaite qui correspond à l'ensemble de ces critères. Et le handicap, c'est pas un critère de recherche. Ça, certainement pas. J'étais, je pense pas être très très moche. On m'a encore fait la remarque il y a pas très longtemps. Mais à partir du moment où la personne se rend compte que je ne vois pas, il y a un blocage, il y a quelque chose qui se passe. Ça m'est arrivé au début quand je sortais, j'allais boire un verre avec les amis, je prenais même pas la canne. Ils me disaient mais t'en as pas besoin, t'es avec nous, tu risques rien. Effectivement, oui. Alors maintenant je la prends systématiquement pour d'autres raisons, mais donc je me retrouvais dans un lieu bruyant et j'ai les mêmes réflexes que quelqu'un qui voit. Quand quelqu'un me parle, je tourne les yeux vers lui. Je dirige le regard vers lui. Donc ça m'est eu arrivé de discuter avec des femmes dans un bar, de passer un moment à parler, et puis on se retrouve en tête-à-tête, on discute, et arrive le moment, elle me dit on se lève pour aller ailleurs, ou pour aller fumer, ou pour je ne sais quoi. Et là je lui dis je vais avoir besoin de prendre ton bras parce que je ne vois pas. Et elles ne se sont pas rendues compte. Et les personnes ne s'en sont pas rendues compte. Et il s'est pourtant peut-être passé 15, 20, 30 minutes à ce qu'on discute, et là il y a un bloc. Je sens le blanc dans la conversation, la personne me dit ouais, tu rigoles, tu te fous de moi. Je lui fais non. Et la personne finit par vraiment se rendre compte que je ne vois pas. Et là, les choses, on va dire que 9 fois sur 10 ne vont pas plus loin. Parce que voilà, c'est... Pourtant, je reste le même physiquement, je reste le même à l'intérieur. Rien n'a changé, mais j'ai le handicap. Et ça bloque beaucoup de gens. Alors, ça bloque pas tout le monde, puisque récemment, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un très récemment, depuis seulement une grosse semaine, on va dire. Mais les expériences, autant c'était très facile avant, autant c'est devenu compliqué. Alors j'espère que j'aurai plus trop besoin de chercher, on sait jamais, c'est peut-être la bonne, je sais pas. C'est une personne que tu as rencontrée comment ? Par la plongée, accessoirement, finalement. On y revient. Et pour la petite histoire, je les emmène, j'emmène deux autres personnes non-voyantes et cette personne-là à Cuba en voyage 15 jours au mois de février. D'accord. C'est une personne qui n'a aucun qui voit, handicap. voilà, qui voit. Il n'y a pas de. Ah, c'était pas un. J'ai un petit peu lu les avis et les forums pour voir un peu ce que les gens en disaient. Est-ce que quand on est non-voyant, il faut se mettre avec quelqu'un de non-voyant ou de voyant et là, comme partout, on trouve de tout. Et il n'y a pas d'avis tranché. Les gens... c'est sûr que ça a un côté facile de se dire, avec quelqu'un qui voit, ça permettra de compenser mon handicap, de remplir les papiers, de faire... tout un tas de choses que je n'arrive pas à faire moi. Maintenant, il y a des couples qui vivent en étant non-voyants les deux et ça pose pas non plus de problème. Ils ont des enfants. C'est pas une difficulté. Donc, et je cherchais pas forcément quelqu'un de valide. C'était pas l'objet de mes recherches. On rencontre les gens qu'on rencontre de par ses activités, de par sa vie sociale et bon, les femmes que j'avais rencontrées jusqu'à présent où ça n'avait pas marché, où je n'étais pas intéressé, où elles n'étaient pas intéressées et c'est difficile d'en rencontrer plus. C'est vrai que la plongée m'a permis de rencontrer, c'est un nouvel univers qui s'est ouvert à moi. Ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes, de côtoyer d'autres personnes. Et c'est par hasard, ça aurait pu être quelqu'un d'autre ou j'aurais pu rencontrer quelqu'un d'autre par un autre biais, mais c'est difficile parce qu'on fait pas non plus des nouvelles activités, on se lance pas dans des nouveaux domaines tous les 4 matins, on fait moins de rencontres passé les années qu'on en faisait quand on était plus jeune. Ça devient compliqué. Et puis avec les années, les gens sont plus exigeants, sont plus difficiles, donc tout devient plus compliqué. Qu'est-ce qui t'a séduit chez cette femme, du coup ? Son caractère, on partage, j'ai l'impression, du peu que je la connais pour le moment, on partage beaucoup de choses sur les envies, sur la façon de voir les choses. J'aime bien convaincre les gens que j'ai raison. J'ai souvent raison. Et
Et quand c'est pas le cas, j'essaye, et c'est un plaisir pour moi de montrer, voilà, de convaincre ou de voir ou d'arriver à faire, pour changer d'avis les gens. Ça marche pas. Je me suis rendu compte que ça marchait pas dans un couple. C'est que là, souvent on est comme on est, et que la personne avec qui j'étais avant, on avait des opinions assez tranchées sur certains sujets, et c'était difficile dès qu'on arrivait là-dessus, voilà, c'était des complications. Donc il faut trouver quelqu'un avec qui on se trouve quand même suffisamment de points communs pour se dire, voilà, il y a des choses sur lesquelles on sera probablement pas d'accord, ou des goûts qu'on n'a pas en commun, mais il faut un socle de choses communes que j'espère avoir trouvé. On verra, c'est trop peut-être récent pour dire que c'est le cas, mais jusqu'à présent, voilà, je peux difficilement juger sur son physique, parce que, pour tout te dire, je l'avais même jamais touché avant qu'on passe un week-end ensemble. Je n'avais que entendu sa voix. Alors, je triche un petit peu parce que j'ai les remarques des uns et des autres. Quand on voit plus, on fait très attention aux mots qu'emploient les gens, et ce qu'ils utilisent pour décrire des choses ou ce qui nous entoure. Et je suis très attentif à ça. Donc quand une personne te dit à côté « Oh, elle est mignonne », bon, tu peux dire c'est la vie d'une personne, c'est voilà, chacun a des goûts et des couleurs, on trouve de tout. Mais quand c'est la moitié des gens que tu rencontres qui te font la même remarque, tu te dis bon, c'est un avis plutôt général. Alors ça, c'est rentré en ligne de compte peu. Peut-être. Non, ouais, peu finalement. Si au moment de toucher, je m'étais rendu compte de quelque chose qui me déplaise, il y aurait peut-être eu un blocage. C'est difficile, parce que c'est un autre sujet qu'on n'a pas abordé. Pour voir à quoi ressemblent les gens, il y a d'abord la voix, qui fait que j'associe quelqu'un à quelque chose que j'ai déjà vu avant, donc, ou à quelqu'un que j'ai entendu à la télé, ou quelqu'un que j'ai connu, ou ça me donne déjà une première image. Ensuite, il y a le fait de toucher. De marcher avec la personne, lui prendre le coude, simplement en prenant le coude de la personne, j'ai à peu près sa taille, sa morphologie, son poids, tout un tas d'informations comme ça. Après, pour une femme, tu touches un petit peu plus. C'est d'ailleurs un bon moyen de drague, c'est que quel que soit je crois que ça m'est jamais arrivé qu'on m'ait dit non à toutes les femmes à qui j'ai demandé si je pouvais leur toucher le visage ou les toucher pour voir à quoi elles ressemblent. Systématiquement, on répond oui. Les gens à projeter le visage de la personne. Non, ça c'est pour draguer. En fait, si il y a des choses qui viennent. La forme du visage, c'est comme si un dessinateur prenait un crayon. Quand je vais commencer à toucher les contours du visage, oui, je peux très bien dessiner les contours du visage, mettre les cheveux, le nez, la forme du nez. Il y a certains détails qui viennent. Maintenant, je suis pas dessinateur de formation, je suis pas sculpteur de formation, et plein de détails ont beaucoup de mal à se mettre en place. Et puis il y a des choses toutes bêtes, mais blond, brun, brune, rousse. Mon esprit fait un choix, et si la personne me dit bah non, je suis pas comme ça, oui, bah c'est trop tard. C'est mon esprit a décidé. C'est comme lire un livre. Tu lis un bouquin, tu vas de par les mots imaginer un décor, un paysage. C'est ton esprit qui décide que ça ressemble à ça, et c'est comme ça, même si c'est pas la même chose que ce que l'écrivain a voulu représenter. Je vis ça un peu tous les jours. Et bon, bah, peu importe, à la limite, peu importe, hein, c'est mon monde à moi, c'est ma façon de voir et d'imaginer les choses. Si c'est pas la réalité, qu'est-ce que ça change ? Peu importe. Donc, et pour les femmes, c'est ça. J'imagine certaines, enfin les femmes où je touche beaucoup plus rarement les hommes. Je trouve qu'il y a beaucoup moins d'intérêt. Donc, je me contente de la morphologie, de la hauteur, voilà, en prenant le bras en marchant, c'est largement suffisant. Ouais, c'est pour elle, j'en ai une bonne image, je pense, aujourd'hui, un peu plus qu'hier. Donc, mais c'est pas, ouais,
c'était pas forcément un critère de choix. Étant donné que l'image, on la voit plus. Ah, certes, probablement que si jamais on était encore ensemble dans 60 ans et que je récupère la vue, ça me ferait drôle de voir et de me dire ah mince alors, j'étais avec ça pendant 60 ans. Ce serait très marrant. Ouais. Dans ce cas-là, tu me réinvites et on refait un épisode. Hein. C'est ça. Mais je sais pas. Bon, après, les choses évoluent et on verra. Mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait en tout cas avec les femmes, je pense qu'il faut qu'il y ait une attirance. Et forcément, physiquement, s'il y a quelque chose qui déplaît, j'ai passé quelque temps avec une femme qui me disait « Je suis très à l'aise avec toi parce que tu me vois pas ». Et que les autres hommes me regardaient, je me sentais observé tout le temps. Et je dis mais tu te rends pas... Et elle était peut-être pas à l'aise, je sais pas, avec son physique ou avec quelque chose. Encore que je trouvais pas qu'elle ait physique... voilà, c'est ça. Et en fait, je lui dis mais tu te trompes parce que les autres te regardent, te voient à travers les vêtements. Moi, quand je pose mes mains sur toi, je vois bien plus de choses qu'eux ne voient avec leurs yeux. Et je suis bien plus dans les détails et dans ce qui pourrait te déplaire comme aspérité sur toi que. C'est différent, mais enfin c'est une façon de les voir différemment, mais c'est vrai que ça me fait penser à autre chose. J'ai plus le regard des autres. Le fait de discuter avec quelqu'un, quand tu parles avec quelqu'un, quand tu vis en société, le regard de l'autre pèse. Quoi qu'on en dise, alors il pèse plus ou moins suivant ton état d'esprit, ta façon d'être. Si je dois parler en public, j'ai plus le regard de tout le monde sur moi. Donc c'est très facile, on est beaucoup plus à l'aise pour parler, pour dire les choses. Il n'y a vraiment plus du tout de barrières. C'en est même des fois un peu embêtant parce que ça m'est arrivé d'être dans un ascenseur avec mes collègues et de facilement dire des conneries. Et eux sont très mal à l'aise parce qu'ils voient qu'il y a d'autres personnes dans l'ascenseur. Et moi, mais je n'ai absolument aucun problème. C'est parce que tu sais qu'ils sont là et tu t'en fous ou c'est juste que tu... Non, alors... Une conversation qui va commencer en dehors de l'ascenseur, ça gêne pas mes collègues parce qu'il y a personne. Ils ne connaîtront pas la personne sans aller dans des conversations osées ou des choses. Mais les gens vont s'arrêter de parler parce qu'ils sont gênés. Il y a du monde, voilà. Je me dis bon, à partir du moment où j'exagère pas dans mes propos, où ça dépasse pas, ça sort pas du trait. Il n'y a pas de raison. Et là, les autres sont gênés. Ouais, alors, mais ils continuent à parler, ils continuent à raconter, alors que, bon, oui, c'est pas gênant. Alors, bon, c'est amusant d'après de faire des blagues et de dire une bêtise, parce que, en plus, vis-à-vis de moi, les gens vont se dire, oui, il a le handicap, le pauvre. Donc, ça, je pense que les gens le voient aussi comme ça, donc on ne me fera pas de remarques. Alors que quelqu'un d'autre qui ferait la même chose que moi, peut-être que les gens lui diraient pardon, on est en public ou voilà. Donc c'est une facilité. Je pense pas en abuser ou en profiter plus que ça. C'est pas quelque chose dont je joue, mais ce serait très facilement possible. N'importe où, ça m'arrive d'aller à la poste, je fais la queue pour aller récupérer un colis, les gens me disent mais allez-y, je dis écoutez, je suis non-voyant, je peux être debout comme vous et faire la queue comme vous, il n'y a pas de raison. C'est donc le handicap a des limites. Oui, je veux bien que ça m'autorise à certaines choses, mais il n'y a pas non plus... c'est compliqué dans certains cas. Je comprends qu'on m'aide à la limite au moment de repartir, oui, que la personne me dise attendez, je vais vous aider. Ça bloque un peu la queue pendant une seconde, ça j'apprécie. Par contre, dans l'autre sens, non, il n'y a pas de raison. Je peux faire. Si tu pouvais revenir en arrière, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais, notamment tous ces excès dont tu as parlé Oh, sûr. Ou est-ce que j'y ai beaucoup pensé au début et je me dis qu'il faut surtout pas y penser parce que c'est un truc un sujet pour déprimer parce que tu te dis si j'avais fait autrement avant, comment je serais maintenant. Dans un sens, j'aurais pas vécu les 10 ans que j'ai vécu précédemment et il n'y a pas eu que des tristesses non plus ces 5 dernières années, donc j'ai vécu des belles choses aussi, donc c'est pas...
Et bon, la vie est comme elle s'est passée comme elle s'est passée. Et j'ai pas trop envie de me poser la question et de me demander si je vivrais mieux aujourd'hui si j'avais pas fait d'excès auparavant. C'est vraiment c'est difficile. Certainement qu'aujourd'hui ce serait plus facile. Les choses seraient plus faciles si j'avais fait attention pendant 10 ans. D'une autre façon, tu prends deux personnes qui, un va se dire moi je fais la fête et puis je finis avec un petit travail et un petit salaire, ou alors je fais 10 ans d'études de médecine, je fais pas la fête mais après par contre je pourrais en profiter parce que j'aurais un autre statut. Aujourd'hui, j'ai fait c'est pas vraiment un choix parce que ça tu sais pas, je savais vraiment pas, et puis c'est pas vraiment je savais pas, mais que ça irait jusqu'à ce niveau-là ou à ce point-là, les problèmes, non. Je pense que n'importe qui personne ne ferait les excès s'il savait qu'au final il allait perdre la vue. Quand tu fumes et quand tu vois écrit sur le paquet peut provoquer le cancer, tu te dis pas que dans 10 ans tu auras un cancer. Tu te dis oui, c'est les autres. Ça arrive aux autres, ça arrive à certaines personnes. Moi, ça m'arrivera pas, sinon tu fumes pas. Forcément. Mais a posteriori, c'est facile ce serait trop facile de se dire ouais, j'aurais pas dû, et puis je profiterai plus maintenant. Je sais pas, et honnêtement, je sais pas si je profiterai plus. Il y a bien des choses que j'ai eu l'occasion de faire ou de vivre que je n'aurais jamais vécu, je n'aurais jamais fait si j'avais vu, ou si je voyais aujourd'hui. L'espèce de tour du monde, je sais pas si je l'aurais envisagé si je voyais. Je me serais dit ça, je profite pendant les vacances et puis je profiterai après. Là, je l'envisage parce que voilà, c'est il y a eu tellement de choses que je me dis j'ai le droit je mérite de faire une pause et de me dire voilà, là c'est un moment pour moi et un moment où je vais en profiter. Il y a un autre truc qui m'avait marqué quand on s'est échangé des emails. Une fois tu avais commencé ton email par on n'est pas tous égaux, et du coup je voulais savoir un petit peu la relation que tu avais avec la chance. Dans mon malheur, je suis pas si malheureux que ça. Je m'en rends compte un peu tous les jours parce que je me bats avec l'administration dès qu'il y a des papiers à faire. C'est d'une complication incroyable, ils sont procéduriers et tout ce qu'on veut. Et je me dis que moi, dans mon malheur, j'ai une bonne situation, j'ai un travail, j'ai des revenus, j'ai pas de difficultés financières. Comment ça peut se passer pour quelqu'un qui n'a pas de travail, qui est tout seul, qui n'a pas de famille pour l'aider, qui doit remplir les mêmes documents, qui doit galérer de la même façon? Ça doit être encore bien plus difficile que pour moi. Donc oui, certes, il y a des personnes, on n'est pas tous égaux vis-à-vis de la santé, des choses comme ça. Certains peuvent faire des abus. Il y a des tueurs en série qui vont vivre tranquilles toute leur vie, qui n'auront jamais de maladie, qui n'auront jamais de problème et qui en auront profité pendant toute leur vie. Et puis il y a des gens, je pense pas être quelqu'un ni de malhonnête, ni de méchant, ni de quoi que ce soit, qui sont diabétiques à l'âge de 10 ans, qui perdent la vue à l'âge de 32 ans. Et qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? Rien de plus. Donc oui, on n'est pas égaux, on n'a pas tous... Après, chacun doit faire avec ce qu'il a. On va dire qu'on a de la chance de vivre dans un pays qui essaye de réduire les différences et de compenser et d'aider ceux qui ont le plus de difficultés. Si je vivais au Bangladesh, c'est pareil, ce serait certainement bien plus difficile d'être non-voyant et je vivrais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Donc dans mon malheur, je me dis que oui, j'ai plus de chance que d'autres. Je suis pas égal à mon voisin ou à mes amis qui n'ont pas de problème de santé. Par contre, je suis mieux loti que beaucoup d'autres. Donc il faut... Quand j'ai fait la rééducation, les cours, on était dans une grande salle assis sur des chaises et les encadrants, les personnes qui te faisaient des cours, ça durait à peu près 1 heure, venaient nous chercher puis nous ramener dans la salle pour que l'encadrant d'après vienne nous prendre. Et bon, les journées changent, les gens qui viennent pour les cours changent, donc tu croises
pas forcément les mêmes personnes tous les jours, et tant que tu es dans la salle d'attente, tu discutes avec le voisin, il est dans la même situation que toi, malvoyant, non-voyant, d'un certain âge, tu parles un petit peu, quel est ton handicap, qu'est-ce qui t'est arrivé, tu discutes un petit peu. Et un jour, je me suis retrouvé avec un jeune qui devait avoir 16 ou 17 ans, ou peut-être un tout petit peu plus, je sais plus, et il m'explique que lui, il avait perdu la vue il y a 2 ans auparavant. Et sur le coup, j'ai pas compris ce qu'il voulait me dire. Et puis c'est venu très vite. Il a passé 2 ans chez lui parce qu'il n'arrivait pas à surmonter le fait qu'il ait perdu la vue. Il voulait voir personne. Il y a sa mère qui lui amenait à manger dans sa chambre. Il sortait pas de la maison. Il bougeait pas. Il a passé 2 ans comme ça, avant d'arriver à surmonter le fait d'avoir perdu la vue et d'être prêt à faire de la rééducation pour pouvoir vivre autrement. Moi, le jour où j'ai perdu la vue, oui, je le racontais tout à l'heure, j'ai regardé la famille, bon, comment on fait ? Où est-ce qu'il faut prendre rendez-vous ? Qu'est-ce qu'on fait pour vis-à-vis des problèmes et de la résilience, tout le monde ne l'a pas. On ne sait pas ce qu'on... Beaucoup de gens m'ont dit que ils ne savent pas s'ils auraient réagi comme moi, s'ils seraient aussi capables, voilà. Et en fait, on ne sait pas tant qu'on n'est pas confronté au problème. Même moi, je ne sais pas si on m'aurait posé la question avant, j'aurais probablement pas dit que je ferais tout ce que je fais aujourd'hui. J'aurais probablement été terrorisé en disant non, si tu m'enlèves la vue, c'est la fin du monde. Finalement, non. Mais, oui, j'ai pas eu de chance de ce côté-là. J'aurais pu faire des excès et puis garder la vue. Peut-être que j'aurais pu me faire renverser par une voiture. Il faut essayer, ou en tout cas c'est mon caractère qui fait que j'essaye de voir le bon côté des choses et de me dire bon, qu'est-ce qui reste à faire, qu'est-ce que je peux encore faire, plutôt que qu'est-ce que je ne peux pas faire. Ou si je m'apitoie sur mon sort en me disant bah oui, tu peux pas voir, tu peux pas. Il y a des moments de déprime où c'est plus difficile. La première semaine chez moi tout seul dans l'appartement, j'ai voulu allumer la télé et la télé marchait pas. Pas de bruit, pas d'image, pas de son, rien du... Enfin, pas d'image, oui, ça c'est un réflexe de voyant. Pas de son. Et j'appuie sur les boutons, je l'éteins, je la rallume, j'éteins la box, je rallume la box, ça marche toujours pas. Je me dis, bon, là, réflexe que j'ai pris l'habitude d'avoir, je me mets sur Skype et je montre la télé à la famille en leur disant, qu'est-ce qu'il y a à l'écran ? Je vais regarder, je comprends pas, ça marche pas. Et la personne me dit, il y a juste un message, il faut appuyer sur OK. C'était juste appuyer sur OK. Moi, ça faisait 3/4 d'heure que j'étais avec la télécommande dans la main. J'ai appuyé sur OK, je me suis assis sur le canapé, je me suis dit, mais ça va être comme ça ta vie maintenant. Pour des trucs tout cons qui auraient pris une demi-seconde avant, maintenant il va te falloir 1 heure et besoin d'aide. Et là, tu te dis, oula, ça va être dur. Et puis bon, tu fais, et puis... Et quand tu arrives pas, tu te dis oui, ça c'est difficile, donc t'attends pas 45 minutes pour appeler en disant ça marche pas. Tu profites du fait que les gens sont prêts à aider et qu'ils sont de bonne volonté et qu'ils te le disent suffisamment souvent. Si t'as besoin de quelque chose, t'appelles. Donc t'appelles quand t'as besoin et t'essayes de pas toujours appeler les mêmes parce que sinon tu te dis qu'après ils voudront plus répondre. Mais... Tu demandes de l'aide quand tu as vraiment besoin, pas pour tout et n'importe quoi, pas pour n'importe quelle connerie, mais tu fais. Contrairement à d'autres, j'ai la chance d'avoir un entourage, des proches, la famille, des amis qui sont là. Et tu as l'air d'être extrêmement reconnaissant finalement. Oui, parce que autant la famille pourrait se dire j'ai pas le choix, faut supporter, encore que je suis majeur, vacciné, ils pourraient très bien pas répondre au téléphone, pas faire. Les amis, c'est pire, ils auraient pu s'éloigner, plus me proposer d'aller manger au restaurant, plus pas me proposer de sortir, de faire d'activités, de partir en voyage, de faire des choses. On aurait pu me dire ouais, faut prendre Romain, ça va être compliqué, faut l'aider, faut ci, faut ça. Et en fait, non. Tout se fait comme avant, avec le fait que maintenant, il faut qu'il m'aide, il faut que, qu'on vienne me chercher ou qu'on me raccompagne ou des choses, des petits détails. Et ça, oui, je peux difficilement... tu dis merci, tu t'as pas envie non plus d'en faire pleurer les gens en leur disant vous vous rendez pas compte de ce que comme c'est important pour moi.
Mais oui, c'est important. Si sans ça, enfin, c'est la différence entre moi qui suis, je pense, assez heureux, qui vit bien, qui profite, qui fait des choses, et c'est moche à dire, mais un petit monsieur à la retraite qui va être tout seul, qui a pas d'amis, pas de famille, et qui va voilà, la personne âgée qui t'embête quand tu vas à la poste le soir à 19h après ton boulot, tu comprends pas pourquoi elle vient à la poste à 19h alors qu'elle a eu toute la journée pour le faire, qu'il y avait personne, elle aurait pas fait la queue, elle le fait quand il y a du monde. Elle le fait parce qu'elle a personne la journée, qu'elle verra personne la journée et qu'elle est ravie de te croiser, même si elle te connaît pas, le soir à 19h. Même si elle te fait chier. Voilà. C'est son moyen à elle de côtoyer du monde et d'avoir des gens. Moi, j'ai cette chance et c'est beaucoup de gens quand tu gagnes au loto, enfin pas quand tu gagnes au loto, mais quand tu demandes aux gens qu'est-ce que tu fais si tu gagnes au loto, les gens ils arrêtent de travailler, et ils vont vivre, voyager, faire des choses. Moi j'ai vécu 2 ans sans travailler. Et ben je te promets que bien avant la fin des 2 ans, j'espérais qu'une chose, c'était retourner au travail. C'est avoir une vie sociale, croiser des gens, discuter, échanger avec des gens, avec les amis, avec la famille, avec les collègues. Ça fait qu'on est ce qu'on est. Être tout seul toute la journée. Pourtant, j'aurais presque pu, je pense que en France, dans la situation où je suis moi, si j'avais voulu ne pas reprendre le travail, j'expliquais à la Sécu que c'était trop compliqué, que j'y arriverais pas, que psychologiquement, que ci, que là. Et j'aurais vécu sans aucun problème, en restant chez moi tranquille, en étant payé quasiment ce que j'étais payé avant. Et de fait, quand j'ai repris le travail, j'ai repris à mi-temps. Le boulot, j'aurais très bien pu rester à mi-temps. J'étais payé le salaire complet. Et c'est moi qui ai demandé, tous les mois, j'allais voir le médecin du travail en disant « mais je veux travailler plus, rajoutez-moi ». Et à force de demander, aujourd'hui, je suis de nouveau à plein temps. Et mais c'est un choix, voilà, c'est mon choix, et c'est pas le choix de tout le monde. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes avec d'autres handicaps qui ont fait d'autres choix. Et au final, quand on fait le point, j'ai l'impression que j'ai fait le bon choix. Parce que eux ont l'air plus tristes, et c'est plus difficile pour eux. Ils en veulent plus à la société, ils en veulent plus à tout. Alors que moi, oui, il y a des choses qui m'énervent dans la vie, mais dans l'ensemble, je suis pas si mal. Donc, il faut... c'est pas forcément facile. C'est des choix qui sont très difficiles. Se dire, j'ai le choix entre aller travailler que les matins ou que les après-midi et pouvoir me reposer le reste du temps, ou alors aller travailler toute la journée et rentrer le soir. Je rentre les soirs du boulot. La première chose que je fais, je me pose, je mets les informations ou un truc à la télé, ça fait un fond sonore, mais je l'entends pas, je m'assois dans le canapé et quasi systématiquement, je vais m'assoupir pendant 30 minutes. Et ces 30 minutes où mon corps, c'est pas une question de fatigue, de sommeil, de manque de sommeil, c'est une question de fatigue nerveuse. C'est que rester concentré toute la journée, ça demande beaucoup. Physiquement, la fin de la journée, j'ai la voix dans le casque de l'ordinateur, j'ai les collègues, j'ai les obstacles, j'ai les bureaux, j'ai le trajet, j'ai tout. C'est très difficile. Donc arrive un moment où j'en peux plus, où nerveusement je tiens, je sais pas comment, et quand j'arrive chez moi, ça tombe, il y a tout qui retombe. Je me dis ça y est, t'es chez toi, tu risques plus rien, t'es assis dans le canapé, il peut se passer ce que tu veux, tu bougeras pas. Et là, mon corps refait le plein, recharge un tout petit peu pour pouvoir finir la journée, faire à manger, profiter des derniers instants. Si j'explique ça au médecin du travail, je pense qu'elle me dit non, vous travaillez trop, on arrête, vous repassez à mi-temps. Mais j'ai pas envie, parce que travailler à mi-temps, ça veut dire passer des demi-journées chez moi à tourner en rond et à rien faire. Peut-être que si j'avais gagné au loto et que je vivais qu'avec des gens qui ont gagné au loto, on pourrait voyager, avoir des activités. C'est pas le cas. Donc je vais faire quoi, moi, tous les après-midi, tout seul chez moi, à regarder la télé ou me former sur des trucs, mais ça va m'occuper un temps. Donc là, le fait de travailler, et puis c'est pas un objectif de me rapprocher de ce qu'on a, de la normalité ou de choses comme ça, mais je me dis, il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, je le fais. Si jamais je me rendais compte que c'est trop difficile ou j'y arrive plus, j'irai, de la même façon que je demande pour la télécommande de la télé s'il y a un problème, j'irai voir le médecin du travail en lui expliquant, là, j'y arrive plus. C'est pas le cas.
j'ai trouvé un moyen de récupérer quand je rentre le soir. Ça va, ça marche. Tant que ça marche et que c'est ma façon de fonctionner et que ça me convient, je pense qu'il n'y a pas de raison d'arrêter ou de changer. Je fais et j'y arrive. Très bien. Écoute, ça fait 1h30 qu'on discute, donc je pense que c'est pas mal. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites rajouter, dont tu as envie de parler, que j'aurais omis? Non, il n'y a pas... La seule différence, il y a une petite chose, contrairement aux autres podcasts que j'ai pu... Enfin, l'autre podcast que j'ai pu écouter ou aux autres sujets que tu risques d'aborder, c'est des gens qui ont fait un choix de changer de vie. Ils avaient une activité, ils ont décidé de se lancer dans autre chose. Moi, c'est vrai que c'est pas un choix. Ça m'est tombé dessus, et au moment où ça t'arrive, t'as pas le choix. C'est marche ou crève. De toute façon, ça va être comme ça. Soit tu y arrives, soit tu déprimes, tu fais plus rien et tu te laisses dépérir dans un coin. Donc, ouais, c'est une façon de voir changer de vie assez différente des autres. C'est que, comme pour d'autres handicaps, ou un accident grave ou d'autres choses, on le choisit. On le choisit pas la plupart ou quasiment jamais. Ça t'arrive et tu dois faire avec. Ça demande peut-être plus ou moins, je sais pas, de force à l'intérieur à trouver, parce que quand t'as pas le choix, donc les forces, tu finis par les trouver. Alors que quand c'est ton choix, de temps en temps, t'es motivé parce que t'en as envie. Là, c'est pas une motivation parce que t'en as envie, c'est vraiment parce que t'as pas le choix. T'as pas le choix. Il faut que ça marche. Il faut répéter jusqu'à ce que tu y arrives et voilà. En tout cas, t'as l'air de t'en être extrêmement bien sorti et d'avoir été extrêmement courageux. Tu dis tout à fait que c'est quelque chose que tu subis, que t'as pas le choix et que c'est marche ou crève. Tu donnais l'exemple tout à l'heure de ce garçon de 17 ans qui a pas su réagir et qui a douillé dans sa chambre pendant 2 ans, alors que toi, t'as eu une réaction plutôt... Oui, sur le coup, j'espère pour lui. Aujourd'hui, j'ai pas de contact. Je l'ai vu qu'une seule fois dans ma vie. Il y a juste eu ces 10 minutes dans la salle d'attente. Donc j'espère pour lui qu'aujourd'hui il en est dans la même situation que moi et il a repris le dessus et que ça va. J'espère vraiment pour lui. Après, moi j'ai eu la résilience de le faire tout de suite. C'est venu dire, il n'y avait pas hors de question de s'arrêter, de se dire non, on fait plus. Il y a la question, le médecin me l'a fait une fois. Les psychologues parlent des 7 étapes à passer après un événement important. Moi, les 7 étapes, je les ai faites en un mois. Le deuil, je me rappelle plus exactement du nom de toutes les étapes que tu passes psychologiquement, le refus, le moment où tu finis par accepter, c'est venu très vite. Chacun a sa période pour accepter les choses et pour pouvoir passer à la suite. Contrairement à d'autres, probablement que moi, c'est passé très vite et que j'ai réussi à reprendre le dessus très vite. Bon, félicitations en tout cas. Merci. Et merci beaucoup pour ton temps. Bon, écoute, c'était avec grand plaisir. À bientôt, Romain. À bientôt. Salut. Voilà, j'espère que ce second épisode vous aura autant plu que le premier. N'hésitez pas à en parler autour de vous et je vous dis à bientôt.